Bien, écoutez, aujourd'hui, moi je voudrais défendre une idée qui me paraît relativement simple, c'est que les textes fondateurs de notre littérature, de notre culture aussi, par textes fondateurs j'entends les contes, les récits mythologiques, les textes fondateurs des civilisations, des religions, les romans initiatiques, pourraient nous aider à améliorer le fonctionnement global de notre école. Vous voyez, je vais au-delà d'un apport culturel. Je pense que ces textes pourraient nous aider à tenter de résoudre deux grandes difficultés que nous connaissons dans notre école, je dirais depuis toujours pratiquement, c'est-à-dire à diminuer le nombre d'enfants, d'élèves qui sont en échec scolaire. Actuellement, ils sont au moins 15 ou 20% à être en difficulté dans l'apprentissage des savoirs fondamentaux. Et ces textes pourraient nous aider aussi dans la gestion d'une classe hétérogène. Je pense que là, nous avons aussi une seconde difficulté, surtout depuis la création du collège unique. Comment des professeurs peuvent arriver à faire le programme avec ceux qui n'ont pas les bases pour le faire, et puis comment dans la même classe on peut réussir à faire soutenir les moins bons et amener les meilleurs à l'excellence. Je crois que là, les textes fondateurs peuvent nous apporter des solutions importantes pour répondre à ces deux grandes difficultés de l'école. Alors, comment ? Je crois que, évidemment, ça reste à démontrer, mais je crois que d'abord, il y a quelque chose qui me paraît important, c'est de présenter mes idées sur les causes de la difficulté d'apprentissage. Vous voyez, parce qu'il y a une difficulté d'apprentissage sévère, et puis il y a des difficultés d'apprentissage plus passagères. Mais la difficulté d'apprentissage de ceux qui, finalement, n'arriveront pas à accéder aux savoirs fondamentaux quand ils vont sortir de l'école, là, je crois que nous sommes face à quelque chose que j'appelle l'empêchement de penser. Et cet empêchement de penser, pour moi, il n'est pas réellement traité dans l'école. Je crois que nous avons des propositions à faire pour soutenir ceux qui ont besoin de renforcer les bases, ceux qui ont besoin d'entraînement supplémentaire, mais ceux qui ne s'appuient pas sur la pensée pour apprendre vont continuer à rester en échec tout au long de leur scolarité. Et c'est là que je pense que ces textes fondateurs de notre littérature, de notre culture, peuvent les aider, peuvent les soutenir, déjà en leur permettant de s'intéresser à ce qui se passe en classe, ensuite en leur permettant d'avoir un support qui les autorise à, avec des mots, avec une histoire, à pouvoir lutter contre les inquiétudes que déclenche la situation d'apprentissage. Vous voyez, pour moi, là, on est devant quelque chose d'important. L'empêchement de penser arrive très vite chez ces enfants qui n'ont pas réussi à construire les compétences psychiques au cours de leurs premières expériences éducatives, qui n'ont pas réussi à construire ces compétences psychiques qui sont réclamées par les contraintes de la situation d'apprentissage. Pour moi, il y a 4 compétences psychiques qui sont essentielles, c'est-à-dire être capable de reconnaître ses propres manques, être capable d'attendre, être capable de respecter des règles, être capable d'affronter un petit moment de solitude. Et on voit que les enfants qui arrivent à l'école sans avoir construit ces compétences psychiques déclenchent très vite des inquiétudes, des peurs, sont déstabilisés par la rencontre avec les contraintes de l'apprentissage. Et à partir de là, ils vont mettre en place toutes des stratégies d'apprentissage qui sont souvent des stratégies d'apprentissage appauvries, qui ont pratiquement toutes pour but de ne plus s'appuyer sur la pensée pour apprendre. Et je crois que là, on va avoir, grâce aux textes fondateurs, je pense, j'ai cité les contes, les récits mythologiques, les textes fondateurs des religions, on va avoir des récits qui amènent des réponses, qui mettent en mots ces grandes inquiétudes qui empêchent ces enfants d'apprendre.
Et je crois que là, pouvoir les utiliser dans ce sens, c'est particulièrement intéressant pour le professeur, parce que d'une part, ces textes font partie du programme. D'autre part, c'est tout à fait intéressant de les transmettre, de donner une culture commune à ces classes hétérogènes, un patrimoine commun qui permet d'étudier ensemble, qui permet de vivre ensemble de façon plus harmonieuse. Il me paraît donc important de pouvoir utiliser ces récits pour amener des nouvelles représentations à ceux qui sont dans ces difficultés. Donc je trouve important qu'ils soient lus à haute voix dans la classe. C'est un temps qui pour moi me paraît essentiel et que j'appelle le temps du nourrissage culturel. Et puis ensuite, si on veut que ces représentations soient véritablement efficaces, il me paraît aussi important que les enfants puissent les faire passer par leurs propres mots. Donc il y a un deuxième temps qui suit cet apport culturel, que j'appelle quelquefois le nourrissage culturel. Le deuxième temps important pour moi, c'est de l'entraînement à l'expression orale et écrite. On encourage les enfants, bien entendu, à essayer de montrer ce qu'ils ont compris de ce récit qui leur a été lu, mais aussi de s'engager dans un moment de débat, d'échange d'idées, d'argumentation, qui permet, bien entendu, de dépasser ces grandes difficultés concernant la maîtrise du langage qu'on va retrouver chez tous ceux que j'appelle les empêchés de penser. Donc moi, je suis pour que dans les classes, pratiquement quotidiennement, on puisse consacrer 1 heure à ce temps que j'appelle de nourrissage culturel, où on apporte ces grands textes, d'ailleurs, qui font partie des recommandations qu'on va retrouver dans les instructions officielles, et qu'on prenne un temps pour les discuter d'abord, et puis ensuite pour arriver à un travail écrit qui garde toujours ce point d'appui. Et moi je crois que là, si on est engagé dans cette démarche, on voit bien qu'on lutte véritablement contre les grandes difficultés d'apprentissage. D'abord en permettant à ceux qui ne sont pas dans l'écoute d'en arriver à cette véritable écoute constructive qui est la première étape à faire franchir à ceux qui connaissent des grandes difficultés d'apprentissage. Ensuite, à réussir à dépasser ce stade du langage argumentaire. Vous voyez, le langage argumentaire, c'est-à-dire la possibilité de s'appuyer sur la parole de l'autre pour construire la sienne, qui est un petit peu, je dirais, l'étape que doivent franchir ceux qui vont sortir de l'école sans maîtriser les savoirs fondamentaux. Si on veut qu'il y ait quelque chose de différent qui puisse se passer pour eux, il est très important de les aider à franchir cette étape. Et je voulais développer cette idée que les récits fondateurs pouvaient être particulièrement intéressants dans la gestion d'une classe hétérogène. Et ça, à mon avis, on a là un moyen de soutenir ceux qui sont en difficulté, de pouvoir les intéresser, de pouvoir les mettre dans une participation active qui permet de ne plus les marginaliser. Et ça, c'est très intéressant quand on veut lutter contre le décrochage scolaire. Mais un autre avantage de l'utilisation de ces récits fondateurs et de cet entraînement à l'expression, c'est que c'est un moyen qui va permettre aux meilleurs d'atteindre l'excellence. Et ce travail que nous faisons très régulièrement dans les classes à Genève, c'est la première chose qu'on voit apparaître. C'est-à-dire que les meilleurs, soutenus par la culture et le langage, atteignent l'excellence et deviennent encore meilleurs. Donc c'est un moyen très intéressant puisqu'on peut se permettre avec cette proposition de soutenir les moins bons et en même temps de favoriser les meilleurs qui doivent aussi, bien entendu, ne pas être laissés de côté. C'est-à-dire qu'on sort de cette idée que le soutien aux moins bons va nuire ou freiner les meilleurs. Pour conclure, je dirais que, vous voyez, cette lutte contre l'empêchement de penser, elle me paraît particulièrement importante parce que là, on a un point difficile à franchir sur le plan pédagogique. Et il est difficile à franchir pour les professeurs, parce que s'adresser pendant des années à des élèves qui, même quand on simplifie son message même quand on l'appauvrit,
continue à résister. C'est particulièrement démoralisant pour les professeurs et je crois que cet empêchement de penser qu'on voit chez les élèves peut très vite gagner aussi les professeurs. Ça paraît assez légitime que s'adresser régulièrement à ceux qui ne veulent pas de notre message, ce n'est pas quelque chose de très évident.